voudrais juste revenir sur la notion de Marseillaise, de front de gauche, de drapeau tricolore. Parce que ça m'a beaucoup parlé. En gros, moi j'y connais rien à la Révolution française, j'étais très mauvais élève, et puis de fil en aiguille, je me suis mis à lire des choses comme du Bourdieu, regarder des films un peu critiques et tout ça, et puis voilà, j'avance culturellement, à défaut de ma famille qui est pas du tout là-dedans, mon frère qui est plutôt dentiste aujourd'hui, enfin bref, je suis un peu tout seul dans ma famille. Dentiste de gauche, hein. Non, mais je veux dire que je suis un peu, voilà, à faire un peu mon chemin comme ça. Et puis voilà, par rapport à la Marseillaise, c'est clair que moi de ce que je vois, c'est que effectivement, par exemple à la Bastille ou au meeting de Mélenchon pendant la présidentielle auquel j'ai participé, il y a beaucoup de gens qui voulaient pas chanter ça, quoi. Parce que c'est connoté, oui, chanson du pouvoir ou chanson de stade de foot ou de tout ça, quoi. D'ailleurs, c'est pareil pour l'international. L'international, c'est connoté URSS, c'est connoté Goulag, c'est connoté. Et je crois, voilà, moi, ma réflexion pour découvrir au fur et à mesure un peu tout ça en rentrant dans des choses un peu plus techniques, c'est que on est sommé par une éducation qui n'est pas une éducation, quoi, à l'école, où on apprend en fait pas du tout ce que c'est que la révolution, limite parce que c'est que la Seconde Guerre mondiale non plus, parce qu'il faut un petit peu fouiller pour voir qu'en fait on a été hyper collabo. Même si on nous l'apprend, on nous l'apprend pas aussi franchement, quoi, que ce qu'on a été, des gros cons, quoi, tout ce temps qu'on est, quoi, c'est clair. Non, mais presque tous, non mais voilà, mais enfin, voilà, un bon gros paquet, quoi, et que du coup dans cette histoire-là, moi quand j'entends des gens dire nique la France, huer le drapeau tricolore et tout, je me dis bon, c'est dans l'ordre des choses finalement. Et donc ma réflexion c'est et d'ailleurs j'aime par exemple le groupe ZEP, zone d'expression populaire, qui vient de Lille et qui dit clairement nique la France et qui explique qu'il ne faut pas inverser l'ordre des choses et des conséquences parce que quand les jeunes disent aujourd'hui dans les quartiers nique la France, ils répondent à toute une jeunesse où on leur dit en gros la France tu l'aimes ou tu la quittes, alors que ça fait 3 générations qui sont français, qui critiquent un ordre établi, qui a un pouvoir de gauche ou de droite, et on ne dira pas d'eux, vous êtes des gauchistes, des gros cons de gauchistes, mais vous n'êtes pas intégrés. Donc au bout d'un moment, ils répondent quoi? Ils répondent nique la France. C'est aussi bête que ça. Et donc du coup, ils peuvent aussi siffler la Marseillaise, ils peuvent... voilà, c'est une réponse à un ordre, c'est clair. Par contre, moi, du coup, la réflexion que j'ai envie de faire, c'est... pour être quand même assez intéressé par ce mouvement qui est en train de naître, j'ai l'impression à gauche, avec le front de gauche et tout ça, une espèce de... Justement, on réexplique l'histoire, quoi. Moi, c'est ça que j'ai l'impression, avec le front de gauche ou avec cette un peu quelque chose qui naît, j'ai l'impression quand même, alors j'ai peu de potes qui s'y intéressent, pour le coup, je suis un peu tout seul, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans ma famille c'est pareil, mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment faire de l'éducation, quoi, à l'histoire, justement, refaire l'histoire, réexpliquer ce que c'est que la Marseillaise, je pense que n'importe quel... C'est marrant ce que tu dis parce que c'est vraiment ce que j'essaie de faire. Ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de plus nécessaire pour moi. C'est-à-dire que si moi j'apprécie écouter par exemple un Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, c'est parce que j'apprends l'histoire de France, c'est parce que j'apprends l'histoire de la gauche, et que c'est comme si, parler de politique, c'était établi que gauche et droite, c'était, je sais pas, c'est pas clair en fait, quoi. On est sommé tous les jours par des tonnes et des tonnes de choses, et en fait pour avoir je pense un regard critique, il faut revenir sur des choses très engagées, très marquées. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, par exemple, moi je serais capable de chanter la Marseillaise et d'être fier. Je trouve que cette chanson, elle est énorme, par exemple. Et il y a quelques temps, j'aurais pu dire, oui, effectivement, c'est une chanson où on appelle à la guerre et tout, mais quand on ne sait pas ce que c'est que ça, on s'en fout, ça reste une chanson du pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que j'ai pas bien compris la fin. La fin, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, je pourrais chanter, je pourrais dire que la Marseillaise, je trouve cette chanson, par rapport à ce qu'elle représente, c'est quelque chose d'incroyable et d'énorme. Et ça serait con de la siffler en fait. En même temps, je comprends totalement qu'elle soit sifflée, puisque personne ne sait ce que c'est, tout simplement en fait. Et que... ce que ça a été. Ce que ça a été... Ce que ça a été. Ce que ça a été. Aujourd'hui, c'est clair. Aujourd'hui, c'est clair la Marseillaise. Ouais. Non mais même la chanter, on comprend pas en fait, chantant... La grande rupture entre la Marseillaise chant révolutionnaire et la Marseillaise chant réactionnaire, c'est la Commune de Paris. Parce que pendant la Commune de Paris en 1971, la Marseillaise et le drapeau bleu, blanc, rouge étaient du côté de Thiers et des Versaillais. Là, il y a une vraie rupture, je crois. Ouais. C'est le début de la troisième...
tout ce que tu racontes là, c'est le virage de la Marseillaise qu'il y a dans ce livre-là. Les fédérés marseillais qui montent de Marseille à pied en chantant le chant de guerre de l'armée du Rhin. Et c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est formidable. Ouais. Et la Marseillaise comme symbole du pouvoir républicain foireux, c'est la Commune de Paris et les débuts de la Troisième République. Et de la colonisation. Ouais. Bah, parce que du coup, On a colonisé avec on a colonisé l'Algérie, etc. La Marseillaise, c'est le drapeau bleu blanc rouge. Donc c'est le drapeau de l'impérialisme. juste après, je passe la parole, mais moi, ce qui me semble important, du coup, c'est que ce que dit la Marseillaise, par exemple, je crois qu'il y a 1 heure de décalage hein, quand même. C'est que le texte, enfin, pour la Marseillaise, pour l'international, pour plein de choses, en fait, le texte ne suffit pas. C'est-à-dire que quand on chante la Marseillaise, on n'y comprend rien, en fait. C'est-à-dire que le sang impur qui coule, enfin, les sillons... il faudrait faire une analyse de la chanson pour se représenter vraiment ce que c'est que la Marseillaise, la mettre dans son temps. Surtout son histoire, c'est plutôt l'histoire, la manière dont elle est née et la manière dont elle s'est répandue. Tu vois, pendant le printemps des peuples en 1848, pendant qu'il y avait les révolutions dans toute l'Allemagne, dans toute l'Autriche, à Cologne, les gens chantaient la Marseillaise. Ce que je veux dire, c'est que tous les symboles ne représentent plus rien pour la jeunesse aujourd'hui, quoi. Voilà. Le drapeau, la Marseillaise, l'international, tout ça ne représente absolument rien parce qu'il n'y a aucun sens à tout ça, quoi. On chantait la Marseillaise. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ce qu'on voit actuellement et ce qui nous fait... Bien sûr. Voilà. Tu peux pas faire une gauche aujourd'hui avec des trucs... Derrière à Charles, le micro. Oui. Tu vois que pendant la Révolution russe, quand Je peux parler? Oui, je termine là-dessus. Quand le congrès des soviets s'est réuni, il s'est terminé en chantant la Marseillaise. Et les marins de Kronstadt ont appelé un de leurs croiseurs Marat. Oui. Bon, moi, je voulais pas... La Marseillaise, c'est pas en soi que c'est important. Il y a une histoire politique quand même derrière. Depuis la Commune, tous les grands partis bourgeois depuis ont brandi le drapeau bleu, blanc, rouge, etc., etc. Donc moi, je suis aussi révulsé que toi à l'idée qu'on doive chanter la Marseillaise. Mais je ne sais pas comment se fera un mouvement populaire en France et s'il chantera ou pas la Marseillaise. Moi, j'en sais rien aujourd'hui. J'en sais rien. Et je ne prendrai aucun pari là-dessus. Aucun. Donc il faut, disons, manions pas les symboles et les contre-symboles dans tous les sens parce qu'ils n'ont pas d'importance. Aujourd'hui, ça a un sens. Faire chanter la Marseillaise, ça a un sens, et on sait très bien d'où vient ce sens. Il vient du Front populaire où, sous les ordres de Moscou, on a dit il faut montrer qu'on est des bons Français, et donc on chante la Marseillaise et on met le drapeau bleu, blanc, rouge. Il y a des tas de gens qui se pensent à la gauche de la gauche et qui ne veulent pas chanter la Marseillaise et qui ne veulent pas du drapeau bleu, blanc, rouge. Voilà, c'est tout. Bon, et si les choses avancent, elles avanceront à l'écart de ça. Tout à fait. De l'autre côté. Bon, Tout à fait. maintenant, c'est pas la peine de faire des... Moi, ce qui m'intéresse, c'est autre chose. C'était une réflexion par rapport à ce que disait Philippe Pignard au départ. Je ne suis pas d'accord avec des trucs que je trouve un peu rapides, disons. Rapides. Les révolutionnaires russes, quoi qu'on en pense, ils étudiaient en long, en large et en travers la Révolution française. Plus que la Commune. Plus que la Commune. Ils connaissaient la Commune à travers les écrits de Marx et ce que Marx en disait sur la forme de gouvernement enfin trouvée, etc. Mais sur les événements, sur les mobilisations, sur les tournants politiques que tu as résumés, je n'ai pas lu ton bouquin, mais je sais que ça, ils en discutaient abondamment et profondément, y compris en empruntant au vocabulaire de la Révolution française. Les commissaires du peuple, ça vient de là. Bon, donc cette tradition, elle est vivante. Je pense qu'elle a été... c'est pas par rapport à ton bouquin, encore une fois, je ne l'ai pas lu, je le regrette, je vais le faire, mais j'ai pas eu le temps. Mais il y a eu un détour de tout ça. Il y a eu un détour parce que la prise en main du mouvement ouvrier par des courants réformistes travaillant avec la bourgeoisie a fait que ça s'est perdu, et que ça a été enfoui dans les sables, et qu'en plus,
il y avait derrière la tradition des partis, du parti radical, de la Troisième République, etc., qui faisait que c'était comme un repoussoir par rapport à ça. Donc cette histoire-là, en France, elle est compliquée, mais ailleurs, c'est pas le cas. Ailleurs, c'est pas le cas. Il faut faire attention. Si on regarde dans le mouvement révolutionnaire, ou les gens qui se réclament de la révolution ou du changement social, comme on dit aujourd'hui pour dire des mots polis qui ne fâchent pas, c'est... il pleut. C'est un peu d'artifice, c'est un peu d'artifice. Bon. Donc il se réclame et il cherche beaucoup dans la Révolution française. C'est une tradition qui est peut-être plus vivace d'une certaine manière à l'étranger qu'en France. La dernière chose, c'est par rapport à ce que tu as dit, avec lequel je suis absolument d'accord, et je crois qu'il est très important, parce que la classification botanique de la Révolution bourgeoise française, avec les étapes, les phases, etc., tout ça, c'est ce qui a été fait ensuite dans le mouvement socialiste devenu réformiste après, mais je pense qu'on ne doit pas raisonner comme ça, et que pour ceux d'entre nous qui ont quelques heures de vol, on n'a jamais raisonné comme ça. On n'a pas dit qu'il y a des révolutions pures et des révolutions impures, ou dans les révolutions, un bout de révolution qui est bien, un autre bout qui n'est pas bien, etc., etc. Et ce qui s'est passé, moi je trouve que ce qui est formidable en lisant l'histoire de la Révolution française et en la voyant à travers des interprétations qui sont des interprétations comme la tienne, ce que j'en entends d'après ce que tu dis, c'est qu'on voit ce que c'est qu'une révolution. C'est-à-dire que c'est un bouillonnement dans lequel la politique devient l'affaire de tous les jours, où les décisions sont prises au niveau où elles doivent être prises par rapport aux sujets qui concernent les gens qui se réunissent pour en débattre, et pas des gens qui sont au-dessus avec une délégation. Enfin, tous ces éléments-là, c'est une révolution, quoi, une vraie. Et à partir de ce moment-là, on peut discuter sur telle ou telle inflexion, mais je pense qu'effectivement, je ne veux pas prolonger trop, mais il y a des moments politiques dans toute révolution. Bon, et les Girondins, les Jacobins, puis ensuite Thermidor, etc., c'est des moments politiques importants qui signalent, non pas des étapes, mais qui signalent qu'il y a des choix à certains moments qui auraient pu être faits, qui n'ont pas été faits, et d'autres choix ont été faits par d'autres contre ceux-là. Et que ça donne un résultat qui arrive à ça. Et on peut voir ça dans toutes les révolutions. Bon, alors, je terminerai juste sur un mot. Si tout ça est vrai, là, moi je trouve que la question, j'avais cru comprendre qu'elle était dans le sens du débat, alors moi je vais essayer de te stimuler là-dessus, mais je crois qu'il y a un problème dans le mouvement ouvrier français qu'il faut discuter, qu'il faut savoir résoudre. Alors pas avec la Marseillaise et pas avec le drapeau français, ça c'est pas... Mais c'est pas ça le problème. Mais il y a des gens qui disent il faut se réclamer de la République. C'est ça le sujet de la discussion. Il faut se réclamer de la République parce que la République, c'est une tradition qui est celle-là, celle de la Révolution française. Elle a été enrichie par autre chose qui s'est appelée la République sociale, c'est Jaurès, etc., avant la guerre de 14. Et la vraie discussion, c'est savoir si cette référence, elle est vivante quelque part encore. Est-ce qu'elle sert à raviver des choses? Et est-ce qu'elle dit quelque chose? Moi, je m'en fous du mot de République. Évidemment qu'on est pour la République et pas pour la monarchie. Mais est-ce que dire ça, donner un contenu social à ça, ça a une valeur de moteur par rapport à la prise de conscience, par rapport à la mobilisation, par rapport à quelque chose qui doit advenir ou qu'on essaye de faire advenir? Et cette question-là n'est pas claire aujourd'hui. Elle n'est pas claire. Il y en a qui s'en servent d'un certain point de vue, d'autres. Ça, c'est des conceptions manipulatoires ou autoritaires. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a été enfoui dans l'histoire du mouvement ouvrier, du mouvement révolutionnaire français, qu'il faudrait faire ressortir et qui ferait partie de son vocabulaire? Je crois que c'est ça le problème. Parce que la Révolution française, je pense qu'elle est encore vivante quand même, beaucoup. Et que utiliser les mots de la Révolution française, ça renvoie à une image qui est celle de la Révolution, et pas du drapeau français forcément, etc., etc. Et ça renvoie peut-être à un futur qui se prolonge à partir de ces images et à partir de ces éléments-là. Voilà, question pour toi. Pendant la Commune de Paris, la Commune, élue au suffrage universel, comme vous le savez, était divisée en... Masculin. Était divisée en une majorité. La majorité, c'était
des républicains. C'était des gens qui étaient hantés par le souvenir de 93. La minorité, c'était... Et oui, des républicains et les blanquistes. Républicains et blanquistes étaient alliés au sein de la commune et ils proposaient, ce qu'ils proposaient, c'était une république, ils y tenaient beaucoup, centraliste et autoritaire. À côté de ça, il y avait une minorité où il y avait des internationaux, des proudhoniens, quelques blanquistes dissidents comme Tridon, qui, eux, ne voulaient pas entendre parler de République, ni d'autorité. Et finalement, tous ceux qu'on aime bien dans la commune, Courbet, Vallès, Lissagueray, il n'était pas député, mais il était clairement du côté de la minorité. La plupart des gens qu'on aime bien dans la commune étaient des minoritaires. Et je pense que ça répond un peu à ta question. Je dirais, moi j'aurais tendance vraiment à classer le mot de république, la notion de république, dans le même sac que le drapeau tricolore, la Marseillaise, etc. Pour moi c'est pas... Pour moi, alors, là vraiment chacun pour soi, là. Je veux dire, là on n'est pas obligé d'avoir des idées, avoir les mêmes idées. Pour moi république, c'est un mot qui est passé du côté de l'ennemi et on peut le leur laisser. Oui. D'accord. Oui, quelques dernières interventions parce que Eric m'annonce qu'après il faut qu'il parte, donc on va quand même pas continuer sans lui. Donc on arrêtera quand Eric partira. Alors rapidement, les nouvelles interventions. D'abord, moi je suis très sensible à l'idée, la dernière idée que vous n'avez pas écrite mais que vous nous avez dite, à savoir que ce qui est important dans la Révolution française, c'est qu'elle ait eu lieu et que c'est une idée que j'ai depuis longtemps, que c'est vraiment quelque chose d'inimaginable. Quand on pense 5 siècles de monarchie absolue, où les 3/4 des gens pensent que le roi est d'essence divine, etc. Je veux dire, quand on voit la rapidité du changement, bon, on se dit donc qu'il y a encore de l'espoir à avoir, surtout que finalement, bon, notre ordre social, lui, il date pas de 5 siècles. Ça, c'est la première chose. Donc, effectivement, je pense que cette idée sur le changement possible et sur... des idées inouïes, finalement, inouïes pour une époque, c'est peut-être aussi, c'est notre capacité aujourd'hui à réfléchir sur ces idées inouïes, qui seraient les idées inouïes d'aujourd'hui, et non plus à se rabattre à des petits possibles ou à des petits possibles stratégiques, tactiques, etc., dans lesquels c'est comme ça que je le vois, que je sens et que je ressens la Révolution française. Pour parler sur le débat de la République, moi aussi je m'en fous complètement. Et je trouve surtout, là où elle me gêne à gauche, aujourd'hui, mais elle me gêne vraiment beaucoup, c'est qu'elle a des limites hexagonales. Or, si au moins, c'était au moins la République universelle de Victor Hugo, si c'était au moins la République européenne, on pourrait discuter et dire, bon, ben oui, on a un projet républicain à l'échelle européenne. C'est même pas ça. C'est réduire au petit hexagone, et moi, je trouve ça pue. Ça pue, et c'est faire le jeu de l'ennemi. Je veux dire, bon, ça, c'est... Voilà. Dernière chose sur la question, quand même... qui traverse après un XXe siècle désastreux et l'échec de tous les mouvements d'émancipation qui nous traverse, c'est le destin des révolutions, leur échec et la question de la violence. La question de la violence, mais est-ce que, d'une certaine façon, nous ne serions pas, nous aussi, paralysés par cette question de la violence, comme si, dans le fond, on essaie une autre illusion, qu'on pourrait mettre des garde-fous pour empêcher que les révolutions deviennent, qu'il y ait des massacres de septembre, qu'il y ait des choses comme ça, abominables, etc. Et dire, bon, et je serais obligé d'assumer ça, mais parce que
je crois que le problème, c'est qu'une révolution, elle met des forces en jeu d'une telle ampleur et avec de telles discordances que des temps, y compris, hein, parce que par exemple, on parle de la Marseillaise en Amérique latine, la Marseillaise, c'est considéré comme un chant révolutionnaire. Et on pouvait aller en taule dans certains pays pour chanter la Marseillaise. Donc, je veux dire, il y a des temps historiques qui ne sont pas les mêmes selon les endroits où on est. Et donc, moi, je crois que cette question-là Bon, j'arrête là. Non, mais tu as raison. Je suis entièrement d'accord. Une des questions... elle n'est pas inouïe, celle-là. Elle n'est pas inouïe, mais une des questions que nous devons nous poser, c'est quand on aura gagné, qu'est-ce qu'on fait de nos ennemis? Ça, c'est vraiment... Non, mais ça a l'air d'une blague. Si on réfléchit pas, à ça, on ne gagnera pas. Il faut pouvoir expliquer que, voilà, on va gagner et on ne va pas remettre sur pied la guillotine et on ne va pas élargir les prisons. On va s'y prendre de telle manière. C'est pas évident, parce que nos ennemis ne seront pas inactifs. Mais il faut, si on n'y a pas réfléchi, c'est très mauvais. Je crois que la peur de l'avenir, la peur du saut, il faut essayer. C'est le frein. C'est plus le frein que les drones de la police. C'est la peur de ce qu'il y aura derrière. Il faut arriver à la calmer, cette peur, avec des réflexions de ce genre. D'accord, je suis passé à rien de poignet à mais enfin, ceci dit, quand tu vois les événements sur les 40 dernières années, depuis ce qui s'est passé au Chili, contre-révolution et contre-révolution, et la manière dont le mouvement révolutionnaire ou social a été écrasé avec la dictature de Pinochet, on se dit quand même que... Non, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Ah, ouais. Ou quand on voit même ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, la résistance du pouvoir à la révolution, qui n'a pas de nature là encore. Il s'agit d'une révolution prolétarienne, d'une société, c'est une révolution tout court. Et quand on voit la résistance du pouvoir, on se dit que, comme disait le président Mao, de toute façon, il faut bien se préparer à l'idée que c'est pas un dîner de gala, quoi. Ouais. Oui, mais le problème ne se pose pas comme ça. Tout le monde sait qu'évidemment, quand tu as une révolution, tu as une contre-révolution. Le problème de la violence, il se pose comment? C'est qui sont les victimes de la Grande Terreur, hein, des décrets qui sont prêts en prairial jusqu'à Thermidor, qui sont les, je crois, 2300 guillotinés sur cette période de 3 mois. C'est les pauvres, c'est la sans-culotterie. Ça fait depuis belle lurette qu'on a déjà raccourci tous les aristocrates, les agioteurs et autres. Donc qui est condamné? C'est les pauvres. C'est ça le problème de la violence. Qui sont les exécutés dans la guerre civile? Moi, ce que je reprochais de ne pas parler de la province, c'est pas parce que je suis une fanatique des monographies sur la suppression des droits, des privilèges dans le bas nivernais entre 92 et 93. C'est parce que fondamentalement, la question qui se pose en Bretagne et en Vendée, notamment là où effectivement l'affrontement, la guerre civile va être le plus violent, c'est qu'elle met en jeu des pauvres. Ce sont des paysans pauvres, c'est pas des accapareurs, c'est pas des agioteurs. Et je dirais même plus, dans le combat entre la Bretagne bleue et la Bretagne blanche, la Bretagne bleue, c'est les gens des villes, c'est ceux que les paysans appellent les bouffeurs de terre. C'est-à-dire c'est ceux, quand il y a la nationalisation des biens du clergé et des biens des émigrés, c'est la bourgeoisie des villes qui va acheter les terres qui échappent à la paysannerie. C'est ça le problème, c'est pas le problème de la violence. C'est qu'on fasse une révolution au nom de gens qu'on massacre. Il est là le problème. Il n'est pas en soi, évidemment, il faut se défendre, évidemment. Mais quand on fait une révolution prolétarienne et que les premières victimes de cette révolution, ou les secondes si on veut, en tout cas les plus massives, ce sont les ouvriers. Quand on fait une révolution paysanne et que les premières victimes, en tout cas les plus massives, comme en Chine, c'est la paysannerie, il est là le problème. Il n'est pas uniquement qu'évidemment, dans une guerre on tue, mon Dieu, quelle surprise. Et dans les guerres civiles, on tue encore 2 fois plus. Parce qu'il y a tout qui se ramène, hein, le type là qui t'a piqué ta femme, qui t'a piqué je sais pas quoi, etc., etc. Donc tout revient dans les guerres civiles. Mais elle est là la question. Elle est qu'effectivement, non pas pour donner dans le cliché, la révolution qui dévore ses propres enfants, etc., etc., mais qui est quand même cette grande question qui a été posée crucialement quand même par le stalinisme. Qui sont les victimes du stalinisme? C'est ça. C'est aussi ça, elle est posée la question des dérapages, entre guillemets, ce que je n'aime pas, cette notion
dans la mesure où on a l'impression qu'on avait un chemin tracé, radieux, et que tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, ça pète les plombs. Ça pète les plombs. Oui, c'est vrai, il y a du pétage de plomb, mais pourquoi ça pète les plombs? Pourquoi, effectivement, ces massacres, effectivement, dans l'Ouest, qui sont, sans rentrer dans le génocide vendéen, etc., de cette tradition historiographique contre-révolutionnaire, il y a un véritable massacre de centaines de milliers de personnes dans l'Ouest. C'est vrai. Et ça, il faudra un jour s'y colter. On parle tout le temps, on se gargarise de tabous de l'histoire, etc. Celui-ci, à ma connaissance, le mouvement ouvrier ne se l'est jamais colté, ne l'a jamais regardé en face. Le pourquoi il y a eu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette insurrection paysanne? Pourquoi est-ce que ce sont les pauvres, les paysans qui ont été cherchés par la peau du cul, les nobliaux, et ils ont foutu à la tête de leur insurrection? Pourquoi? Pour moi, ça c'est une vraie question. Et celle-ci, je vous assure, on ne se l'est jamais coltée. Il y a quelques historiens qui ont travaillé de façon intéressante, mais globalement, je dis qu'on n'a jamais, effectivement, la gauche de la gauche, ou même la gauche tout court d'ailleurs, ne s'est jamais colté cette question. Et c'est ça qui est posé. Alors après, sur la République, bon, franchement, moi, ce débat, la question de la République pendant la Révolution, elle est très simple. Il y a la monarchie, on coupe la tête au roi et on proclame la République. Bien, c'est pas les premiers à le faire, d'ailleurs, attention, hein, les Anglais ont avant nous coupé la tête à leur roi et en ont fait un roi constitutionnel. Les Américains ont proclamé leur république avant nous, donc c'est un acte effectivement inouï, mais qui ne sont pas sans précédent. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est problème. Alors après, sur les trucs, nique la France, etc. Moi, ça me file de l'urticaire. D'abord, pour une raison, je vais être très vulgaire, mais c'est au niveau quand même de l'expression. Les petits mecs qui se travaillent avec leur queue à la main, ça me gonfle. Donc, et quand on dit baise la France, nique la France, l'expression n'est pas neutre. Elle implique quelque chose. Hein, d'accord. C'est sûr, mais elle est là. Voilà, elle est là, elle est là. Ben oui, ben, je pense qu'on peut trouver peut-être autre chose qui soit un peu plus fédérateur, qu'effectivement d'avoir toujours ces roubignoles à l'air. Hein. Bien. Donc je crois qu'il faut avoir un certain nombre de tout par rapport de réflexion, par rapport au drapeau. On sait ce qu'on ne veut pas, on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Hein. Bon, c'est ça le problème auquel on est confronté aujourd'hui, un peu comme ça. Le mot de la fin, c'est que de même que, comme disait Camille Desmoulins, en 89, il n'y avait pas de dit républicain, de même aujourd'hui, on n'est pas censé faire le programme. Les choses se font dans l'action, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y avoir réfléchi auparavant, mais il faut bien se garder de tout prophétisme, dogmatisme par rapport à ce qui va immanquablement se passer le plus vite possible. Merci.